Décrit par Homère comme le plus vaillant des mortels, Héraclès est un enfant désiré, très désiré, par beaucoup de dieux. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent un héros qui leur permettra de gagner la deuxième grande guerre divine, la gigantomachie. Alors le grand Zeus décide que c'est à lui, le roi des dieux, d'aller s'unir à une femme irréprochable, belle, intelligente et bienveillante, afin qu'elle lui donne un fils glorieux, un super héros pour vaincre les dangers qui les guettent, dieux comme mortels. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, on commence à parler de Héraclès. Voilà, vous l'avez beaucoup demandé, il est là. Alors, comment se passe la conception et la naissance de Héraclès ? Parce que si vous avez vu le film de Disney, autant rétablir 2-3 vérités dès le début, ça va vous déstabiliser ce que je vais vous raconter. Parce qu'en fait, vous pensez que Héraclès c'est le fils de Zeus et de Héra, mais laissez-moi rigoler 2 secondes. Héraclès, c'est le fils de Zeus et de Alcmène. En fait, l'époux de Alcmène, Amphitryon, il est parti à la guerre et alors qu'il revient de la guerre, Zeus se met au travail et commence à réfléchir à un plan. Il prend la forme d'Amphitryon et se glisse dans le lit de Alcmène. Il fait en sorte que la nuit soit 3 fois plus longue que la durée d'une nuit normale et en profite pour s'en donner à cœur joie niveau procréation, racontant au passage à Alcmène les exploits de guerre d'Amphitryon, histoire que ça soit un peu crédible. Puis lorsque le vrai Amphitryon arrive au palais pendant la même nuit, il s'étonne de voir que sa femme n'est pas si réjouie que ça, en fait, de le voir rentrer. C'est comme si, elle l'avait déjà revu. Elle lui explique que, elle va pas l'accueillir une nouvelle fois comme s'il avait échappé à la mort tous les soirs, quoi. C'est bon, il est revenu il y a quelques heures, et en plus, il lui a déjà tout raconté. Enfin, on va pas rejouer la scène de retrouvailles, merde, quoi. Et là, Amphitryon, il se dit qu'il y a anguille sous roche. Alors il va consulter le devin Tirésias qui lui explique que Zeus en fait il est arrivé avant lui, voilà, il lui est passé devant, qu'il a usurpé son identité et qu'il a couché avec sa femme. Là c'est coup dur pour Amphitryon. Alors clairement sa femme pouvait pas savoir. Zeus, le roi des dieux, l'a un peu pris sans son consentement, puis en plus de ça, Zeus avait pris l'apparence d'Amphitryon, donc Alcmène, est-ce qu'elle pouvait vraiment savoir ? Bien sûr que non. Bon, Amphitryon, il s'en fout un peu et par vengeance, il tente de brûler Alcmène sur un bûcher. Bon alors, ça marche pas, parce que Zeus n'approuve pas, parce qu'il a besoin du fils d'Alcmène. Alors il fait tomber une pluie battante qui éteint le bûcher et réduit toute tentative de rallumage inefficace. Alcmène reste donc en vie, et elle tombe enceinte de jumeaux. Le premier est évidemment le fils de Zeus, et le deuxième est le fils de son époux. Voilà, miracle de la génétique. L'époux Amphitryon se résigne donc à laisser sa femme en vie parce que, quelque part, elle porte quand même le fruit de ses entrailles. Donc, autant la garder là, histoire d'avoir un fils, quoi. Pendant ce temps, en haut du mont Olympe, Zeus se réjouit. Cet enfant, qui est à la fois descendant direct des dieux par Zeus et descendant en plus des dieux par Persée, parce qu'il c'est un descendant de la ligne de Persée, cet enfant sera maître de la Grèce. Il sera quasiment invincible et infiniment glorieux. Outre les exploits qu'il réalisera de lui-même sur Terre, il sera un enjeu de taille pour les dieux. Zeus, cet enfant, il le vante, il le crie sous les toits, et inévitablement Héra en avant. Grosse colère de la part de la déesse, que son mari la trompe, elle en a l'habitude, mais qu'il se fasse mousser de la sorte à qui veut l'entendre, celle-là, il la lui avait encore jamais faite. Alors très bien, qu'il en soit ainsi. Elle va voir ce cher Zeus et lui fait promettre d'une promesse inviolable que le prochain enfant de la lignée de Persée, qui naîtra, sera roi. Zeus accepte parce que après tout ça sera Héraclès, donc bénef. Sauf que non, parce qu'Héra elle a un atout de taille, sa fille Illithyie, déesse des accouchements.
Elle l'envoie retarder l'accouchement d'Alcmène du coup, enfermant celle-ci dans ses propres contractions pendant un temps qui a dû lui paraître mais interminable. Du moins le temps que Héra précipite l'accouchement de Nicipée, l'épouse du roi Stélénos, lui-même un fils de Persée. C'est de cette façon que Eurysthée, cousin d'Héraclès, naît le premier et accède au trône et devient roi. Ilytie peut alors cesser de maintenir les contractions d'Alcmène et de la laisser délivrer ses jumeaux, Iphiclès et Héraclès. D'ailleurs, à l'origine, Héraclès était appelé Alcide ou Alcée et ne prendra le nom de Héraclès que plus tard dans l'histoire, Héraclès qui signifie gloire à Héra, mais pour la facilité de la narration, nous on va l'appeler Héraclès d'entrée de jeu. La colère d'Héra n'est pas rassasiée par cette manigance qui a empêché Héraclès d'être le maître de la lignée de Persée. Elle veut tout simplement sa mort. Alors que les deux jumeaux ont à peine 8 mois, incapables de savoir lequel des deux est sa cible, elle envoie 2 serpents pour les tuer dans leur berceau. Iphiclès, terrorisé, se met à hurler, à pleurer, ce qui alerte Alcmène, qui appelle Amphitryon à la rescousse. Lorsque celui-ci arrive, tout est de retour au calme. Iphiclès sanglote encore doucement, Alcmène est aussi pâle que sa toge, et Héraclès est mort de rire en brandissant 2 serpents morts dans son berceau. C'est là qu'Amphitryon et Alcmène savent qui des 2 enfants est le fils de Zeus. Pour Alcmène, le message est clair. Héra est au courant qu'elle a partagé la couche de son mari, et elle est vraiment pas joisse. Les serpents ont clairement été envoyés par une force divine, et c'est évidemment Héra, la force divine. Craignant pour sa vie, celle d'Iphiclès et éventuellement celle de son mari, Alcmène décide d'abandonner le bébé Héraclès hors de Thèbes. Sûrement que les dieux veilleraient sur lui, ou bien que Héra exercerait sa vengeance sans victime collatérale. C'est la première hypothèse qui s'est concrétisée. 2 divinités ont permis à Héraclès d'obtenir l'un de ses plus grands atouts. Selon les versions, c'est soit Hermès qui a pris le bébé et lui a fait téter le sein d'Héra alors que celle-ci était endormie, soit Héra elle-même qui se baladait vers Thèbes et qui, en voyant un bébé affamé, lui a donné le sein encouragé par Athéna. La suite de l'histoire est la même. Héraclès, en buvant goulûment, lui a mordu le téton si fort qu'elle l'a laissé tomber par terre. Elle l'aurait même jeté par terre qu'on serait pas si surpris que ça. Quand la bouche d'Héraclès s'est décollée du sein nourricier, une giclée de lait s'est propagée dans l'air, puis dans l'espace, et cette giclée de lait est devenue la Voie lactée. Le gros avantage pour Héraclès, et la grosse source de fureur pour Héra, c'est que se nourrir du sein maternel de la reine des dieux permet d'acquérir l'immortalité, et ça va être vachement pratique pour un héros. Suite à cet événement, Athéna rapporte Héraclès à Alcmène en lui assurant que tout va bien et qu'elle peut désormais s'en occuper l'esprit tranquille. L'enfant grandit dans des conditions propices à une vie respectable. Sa mère est instruite sur l'histoire, les comportements humains, son père, il lui montre la bravoure, le courage, l'importance d'aller au bout de ce qu'on entreprend la tête haute, enfin bref, tous les 2 lui inculquent les bonnes valeurs de l'époque. Il se débrouille même pour que de grandes figures mythologiques perfectionnent les connaissances et compétences de l'enfant. Castor lui enseigne le maniement des armes et la tactique de la guerre, Autolycos l'entraîne sur la lutte et les façons de mettre quelqu'un KO à main nue, Eurytos lui apprend le tir à l'arc, mais cet enseignement a été de courte durée parce que Héraclès démontre un talent naturel à l'archerie qui relève quasiment du don divin, et Eumolpos s'occupe de la musique. On peut dire qu'Héraclès est un élève assidu et doué dans tout ce qu'on lui enseigne, mais c'est au cours de cette éducation infantile et adolescente qu'une partie de sa personnalité se révèle. Le mec est assez têtu et perd assez vite patience quand son intégrité est menacée. Précisément, le jour où son professeur de musique étant absent, c'est Linos qui a pris la relève du cours de musique, là disons qu'on a vraiment compris qu'il fallait un petit peu se calmer autour de Héraclès. Parce que Linos, frère du virtuose Orphée, n'explique pas les choses comme le professeur de musique de base Eumolpos. Linos, lui, il utilise des méthodes différentes pour jouer d'un instrument.
Héraclès, lui, il ne veut pas dévier des connaissances qu'il a acquises et des façons de jouer d'un instrument qu'il a pu intégrer au cours de son éducation de base, estimant que c'est une perte de temps d'apprendre de nouvelles manières de jouer d'un instrument parce que de toute façon, il joue déjà très bien avec la méthodologie de Molpos, alors pourquoi est-ce qu'on le fait chier à changer de méthode d'apprentissage ? Linos, ce manque de flexibilité mentale de la part de son élève, ça commence à le saouler, et du coup, il se met à frapper Héraclès dès lors qu'Héraclès fait une fausse note. Là, Héraclès, à qui sa mère a dit qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'ils nous fassent, en déduit que si Linos le bat, alors il va s'en prendre une en retour. Il saisit à son tour la lyre et fracasse le crâne de Linos. Suite logique, on le fait passer devant un tribunal pour assassinat. Obligé d'être reconnu coupable, le Héraclès ? Eh ben non, il est instruit. Il connaît les lois du roi Rhadamante qui dictent la conduite de tous les Grecs puisqu'elles sont énoncées par Zeus lui-même. Parmi ces lois, on retrouve la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et le principe selon lequel un homme peut recourir à la violence contre un agresseur, la fameuse légitime défense. Cette loi est d'ailleurs l'une des plus anciennes de la justice pénale, toujours utilisée de nos jours. Bref, Héraclès a sorti de son chapeau la carte « Mais bordel, j'ai le droit !» et il est reconnu innocent. Mais Amphitryon avait un peu les chocottes de voir que son fils adoptif, bien que très courtois et calme en temps normal, pouvait avoir des accès de violence imprévisibles et surtout inarrêtables. Comme l'adolescence, en plus, c'est une période bordélique, et ce de tout temps, il décide que subir les caprices hormonaux d'un demi-dieu dangereux, c'est peut-être pas la meilleure façon de maintenir l'ordre et la tranquillité de son foyer. Il envoie donc Héraclès dans les montagnes, ou à la campagne, quoi qu'il en soit dans des champs, afin de s'occuper d'un troupeau de bœufs et de poursuivre ses entraînements à l'arc, à la javeline, à la lutte, etc. D'ailleurs, à la montagne ou à la campagne, quoi qu'il en soit dans les champs, il y a un mec qui s'appelle Therméros qui traîne par là et qui raconte à tout le monde que dès qu'un voyageur s'approche des environs, il l'invite à donner des coups de boule pour pouvoir continuer son chemin. En fait, c'est une façon pour Therméros de tuer tous ceux qui croisent, parce que lui, il a la tête bien solide et les concours de coups de boule, il les gagne. Lorsqu'il annonce à Héraclès que c'est son tour de se mesurer à sa boîte osseuse, celui-ci se rappelle du principe de « si tu comptes me faire du mal, je vais te faire la même chose », il accepte le combat et il oblitère, mais alors il pulvérise le crâne de son adversaire. Je vous l'ai dit, Héraclès, il faut pas le faire chier. À 18 ans, majeur, vacciné et fort musclé en plus de ça, Héraclès se dit que ce serait peut-être un petit peu con quand même d'être aussi puissant, mais de rester cloîtré dans sa ferme. L'agriculture, bon, c'est sympa, mais ça a ses inconvénients, surtout depuis qu'un putain de lion vient lui bouffer tout son bétail. Avide d'action, Héraclès prend sa toge, sa massue, sa poudre protéinée et décide de se pointer dans la ville de Thespie, située juste au pied de l'antre du fameux lion de Cithéron. Le roi de Thespie, appelé Thespios, quelle originalité, le reçoit avec grand plaisir pour 2 raisons. La première, c'est qu'Héraclès lui rend un service en se débarrassant du lion, puisque le fauve menace aussi son propre bétail. La seconde, c'est que Thespios, il a 50 filles célibataires et que il songe à les caser. Et qui de mieux comme gendre que le fils super puissant du voisin là. Celui né de Zeus, brave et fort, qui vient de sa propre initiative mettre un terme à une situation fort problématique. Ça a l'air d'être un bon parti, on sait pas trop si on va trouver mieux. Le souci, c'est que ça lui permet de caser une de ses filles, mais les 49 autres, elles restent célibataires. Alors, comment s'assurer qu'elles ne filent pas un mauvais coton ? Qu'elles restent de femmes respectables, qu'aucune d'entre elles ne tourne mal. Certes, des héros, il y en a pas mal, mais il pourra jamais en trouver suffisamment pour toutes ses filles. Alors il a une idée discutable. En fait, il propose à Héraclès la compagnie de sa fille aînée, le temps de son séjour à Thespie. Non, il lui donne pas sa fille en mariage, il la lui met à disposition pour qu'il ne se sente pas trop seul la nuit. Mais ça va, c'est gratuit, sinon c'est du proxénétisme et c'est pas bien. Il offre donc l'hospitalité au héros pendant 50 nuits, et chaque soir, le héros pense qu'il couche avec la fille aînée, quoi. Mais en fait, chaque soir, c'est une nouvelle sœur qui passe dans son lit, de telle sorte qu'à la fin du séjour, il les a toutes culbutées sans le savoir. Discutable, ouais, c'est le mot.
Le but de Thespios, donner à chacune de ses filles la progéniture d'Héraclès, en se disant que avec un enfant d'Héraclès, elles resteront dans le droit chemin. Et par les miracles du cycle menstruel, ça a marché. Toutes sont tombées enceintes. Héraclès devient donc, sans le savoir, l'un des donneurs de sperme adolescents les plus prolifiques de la mythologie grecque, avec au compteur 51 enfants à l'âge de 18 ans. 51 parce que l'une des filles de Thespios, la plus jeune, elle a eu des jumeaux. Mais bon, on dit aussi qu'au lieu d'être grugé pendant 50 nuits avec une femme différente à chaque fois, en fait il a couché avec toutes les filles, sauf une qui voulait rester vierge, la même nuit, il les a toutes fécondées. Un exploit sous-estimé, si vous voulez mon avis, tant au niveau de la performance que de la quantité de sérum de testicules expulsés. Quoi qu'il en soit, le héros finit par trouver sa proie, le lion de Cithéron. L'animal ne fait clairement pas le poids face à la massue qui lui est opposée. Littéralement, la dite massue, en fait, elle a été fabriquée à partir d'une seule et unique pièce taillée dans le tronc d'un olivier déraciné par Héraclès. Rien que ça. Autant vous dire qu'un coup sur la boîte crânienne du lion, bam, c'est suffisant pour éteindre la lumière derrière ses yeux. Le cadavre de l'animal est dépecé, Héraclès utilise sa peau comme une cape et glisse sa propre tête dans celle de l'animal, dont la gueule ouverte devient un casque. C'est dégueulasse. Ayant accompli sa mission, Héraclès reprend la route de Thèbes, sa patrie. En chemin, il accomplit son premier vrai exploit, libérer Thèbes de l'oppression des Miniens. Cette oppression ne vient pas de nulle part, et je vais rapidement vous en conter l'origine. Il se trouve qu'il y a des années, lors d'une fête rassemblant les Miniens et les Thébains, un événement inconnu a offensé les Thébains qui se sont révoltés. L'un d'entre eux, Périérès, a lancé un projectile sur le roi Clyménos, qui l'a grièvement blessé. Celui-ci, sentant qu'il ne survivrait pas à la blessure, a fait jurer à son fils Erginos, ou Ergine, de venger son meurtre. Ergine, à son tour devenu roi, a lancé une offensive sur Thèbes, a fait un massacre complet et a imposé aux survivants un tribut sur les 20 années à venir. Une centaine de têtes de bétail à rapporter à Orchoménos, la ville des Miniens, tous les ans quoi. Complètement débile comme tribut, mais bon, passons. Depuis la guerre perdue contre les Miniens, les Thébains se sont pliés à cette absurderie chaque année. Et voici qu'Héraclès, pressé de rentrer chez lui, croise les ambassadeurs miniens de cette année, eux aussi en route pour Thèbes. Ces ambassadeurs lui dévoilent la raison de leur voyage, ils viennent casser les couilles. Pour de vrai, c'est pas juste ils viennent récupérer le tribut annuel, c'est ils viennent outrager tout le monde, humilier les Thébains, manquer de respect, bref, ils viennent casser les couilles. Là, Héraclès voit rouge. Quoi ? Humilier sa patrie ? Sous son nez ? Ah non, hors de question. Il arrête les ambassadeurs, les attrape par la toge et leur fait passer l'envie de rigoler. En 2 temps 3 mouvements, il tranche les nez, les oreilles et les mains des Miniens, les accroche en pendentif à leur cou et les renvoie chez leur roi Erginos avec le message suivant « Finitos, les tributos ». Les ambassadeurs délivrent le message diplomatique à Erginos qui réclame au roi de Thèbes, Créon, qu'il lui livre l'agresseur. Créon craint pour sa patrie, ils se sont déjà pris une super tôle, ils sont pas en position vainqueur, en plus maintenant ils passent pour des agresseurs, ça sent vraiment très très mauvais, il est à 2 doigts de balancer Héraclès. Mais le héros refuse de plier l'échine. Il convainc la jeunesse thébaine de prendre les armes pour mettre un terme à l'oppression minienne. Erginos, en apprenant cela, déclare de nouveau la guerre à Thèbes, ce que, chose logique à faire. Les troupes armées s'approchent donc de Thèbes et s'engagent dans un passage étroit où Héraclès les attend de pied ferme. Il massacre le roi, l'armée, quasiment à lui tout seul, puis se dirige lui-même sur Orchomène et y brûle le palais d'Erginos, rase la ville et impose à son tour un tribut sur les Miniens encore pire que celui qui était à la base imposé sur Thèbes. Bref, son incontestable supériorité fait le tour de la Grèce à une vitesse hallucinante et sa réputation le précédera partout où il ira dès ce jour. À son retour à Thèbes, le roi Créon lui offre sa fille Mégara pour épouse en signe de reconnaissance. Ils se marient et ont 3 enfants avec des prénoms dégueulasses, Créontiadès, Térimachos et Déichon. Tout porte à croire qu'Héraclès est destiné à une vie heureuse, héros reconnu et père de famille épanouie. Mais non,
Héra est toujours frustrée par l'indélicatesse adultère de Zeus et ne tolère pas le bonheur d'Héraclès et le frappe de folie. Lui, dans un accès de démence, il tue sa femme, ses enfants et même ses neveux. Quand il reprend ses esprits, le spectacle qui s'offre à lui le terrifie. Des cadavres, encore des cadavres, du sang, des organes, c'est pas très joli. Sa famille réduite à néant par ses propres mains, quoi. Ne pouvant se pardonner un tel sacrilège, et jugeant que sa propre mort serait un châtiment trop doux, il se condamne à l'exil. Il se rend à Delphes pour consulter un oracle afin d'apprendre comment réparer ses torts. C'est ainsi qu'on l'informe que pour redorer son honneur et obtenir le pardon des dieux, il doit partir en direction de Tirynthe et se mettre au service de son cousin Eurysthée, le roi local. Celui-ci lui soumettra des travaux d'une grande difficulté à accomplir, au terme desquels il obtiendra, potentiellement, l'immortalité. Héraclès, n'ayant rien à perdre et tout à gagner, se prépare mentalement à effectuer ce pourquoi on le connaîtra le plus, ses travaux. Mais les travaux, ça sera pour la prochaine fois! Si vous avez apprécié cet épisode de Mythologie grecque décomplexée, bien qu'il soit court, je le conçois, mais c'est une introduction, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter la suite quand elle sortira et les épisodes précédents qui sont déjà sortis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez également rejoindre la page Instagram Mythologie grecque décomplexée si vous aimez les mèmes, l'humour, les détournements de vidéos débiles et l'absurdité et parfois des références que seul vous aurez puisque vous écoutez ce podcast et sentez-vous supérieur. Si vous êtes des petits bavards, le Discord du Mont Olympe vous attend. Tous les liens sont en description. Si vous souhaitez supporter financièrement ce podcast, n'hésitez pas à faire un petit don. Un grand merci aux tipeurs du mois de juillet et à tous ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Marc, Eludéo, Charles, Mathilde, Angélique, Mathis, Ilona, Mélinda, Paul, Marion, Grégory, Jérémy et Omelette. Votre soutien me fait, comme d'habitude, comme chaque mois, toujours autant plaisir. Un énorme merci à Milky qui me fait les artworks pour ce podcast, ainsi qu'à Cled, anciennement Prosper, qui me permet d'utiliser la musique d'outro. Je vous fais des gros poutous, voilà, je le dis, d'habitude je le dis pas, mais là je vous fais des gros poutous. On se retrouve dans je sais pas combien de temps, parce que les travaux, il faut que je fasse les recherches et que je les écrive, hein, mais on se retrouve bientôt pour la suite de cette histoire sur Héraclès. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours aussi important. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!